Merci d'être avec nous sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène au pays du commandant Massoud, si bien décrit dans Les Cavaliers de Joseph Kessel. Bienvenue en Afghanistan avec cette vue aérienne magnifique de l'Hindoukouche. Ces montagnes qui appartiennent à l'Himalaya et occupent une grande partie du pays. Une géographie accidentée, centrale pour expliquer la diversité tribale et ethnique de l'Afghanistan, sa volonté farouche d'indépendance. L'Afghanistan, ce pays qui n'a que trop connu la guerre, au cœur d'une rivalité coloniale entre Angleterre et Russie au XIXe siècle, puis au cœur de la guerre froide avec l'invasion soviétique, enjeu de la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre 2001 et l'intervention américaine, sans oublier les relations tortueuses avec le Pakistan voisin, le rôle clé autant que destructeur des talibans et aujourd'hui, pour couronner le tout, la présence de Daesh. Tout de suite, voici le dessous des cartes de l'Afghanistan, un pays à l'histoire aussi accidentée que sa géographie. Situé en Asie centrale, l'Afghanistan est un État enclavé d'une superficie de 650 000 km². Il est au carrefour des mondes iranien à l'ouest et indien à l'est. La population afghane, estimée à 35,5 millions d'habitants en 2018, se compose de peuples très différents. Des peuples indo-iraniens, avec les Pashtuns qui forment la majorité de la population, et les Tadjiks au nord, les Baloutches au sud. Des descendants des Mongols, les Hazaras au centre, des peuples turcophones, les Turkmènes, les Ouzbeks et les Kirghizes au nord, ainsi que les minorités Emak, Pamiri et Nouristani. Les Afghans sont majoritairement musulmans sunnites. 15% d'entre eux sont chiites. Les langues officielles de la République islamique d'Afghanistan sont le pachtou et le persan afghan qu'on appelle le dari. On l'a dit, le pays s'organise autour de la chaîne montagneuse de l'Hindoukouche, franchissable en son centre par de trop rares points de passage. Dans ces paysages de montagne de l'Asie centrale, la population se concentre près des cours d'eau. Alors commençons par faire un peu d'histoire. Au XIXe siècle, Russes et Anglais se disputent l'Afghanistan pour la conquête de l'Asie centrale. En vain, l'Afghanistan est finalement reconnue indépendante en 1919 par les Britanniques. Mais au XXe siècle, la Russie n'a pas renoncé à contrôler l'Afghanistan et l'on comprend bien pourquoi en regardant les cartes, il s'agit pour elle d'un accès stratégique à l'océan Indien. Par ailleurs, la Russie, devenue l'URSS, s'intéresse de près à la situation politique afghane. Nous sommes en pleine guerre froide et la Russie décide d'envahir le pays en décembre 1979 pour porter secours au régime communiste afghan qui vient de prendre le pouvoir. Ce régime brutal est contesté en Afghanistan par d'importants mouvements d'insurrection. Par ailleurs, l'Union soviétique s'inquiète de la récente victoire de la révolution islamique en Iran, autre pays frontalier. Démarre alors une sorte de Vietnam soviétique, 10 ans de guerre qui vont opposer l'armée rouge, cantonnée dans les villes et les grands axes routiers, aux Moudjahidines, les combattants de la résistance afghane, soutenus financièrement par les États-Unis et l'Arabie saoudite via le Pakistan. Les Moudjahidines sortent vainqueurs de ce conflit et poussent les soviétiques au retrait en 1989. Mais ce retrait soviétique ne marque pas la fin des combats. Il marque au contraire le début d'une guerre civile entre le gouvernement communiste afghan, ici en jaune, et les Moudjahidines, ici en vert, eux-mêmes divisés par leurs appartenances ethniques, notamment entre Pashtuns et Tadjiks, et de surcroît les pays voisins s'en mêlent. L'Inde, par exemple, appuie les Tadjiks et leurs alliés dirigés par le commandant Massoud. Le Pakistan appuie, lui, le chef de guerre pashtun Gulbuddin Hekmatyar. Le Pakistan qui voit l'Afghanistan comme une base arrière en cas de conflit avec l'Inde et tente donc de porter au pouvoir l'ethnie pashtoune pour avoir des alliés à Kaboul. Il faut savoir que 15% de la population pakistanaise est d'origine pashtoune. C'est la deuxième composante ethnique du pays et ces Pashtuns vivent le long de la frontière afghane. Mais c'est finalement Massoud qui prend en avril 1992 le pouvoir à Kaboul. En réaction, Islamabad crée en 1994 les talibans. Dans la province frontière du nord-ouest et les zones tribales, une milice qui recrute de jeunes réfugiés afghans dans les écoles coraniques, d'où leur nom de talibans, terme qui signifie étudiant en religion. Les talibans gagnent vite en influence en Afghanistan,
prennent Kandahar, la grande ville du sud, qui devient leur bastion, puis Kaboul en 1996, chassant Massoud et son alliance du Nord au nord du pays. Les talibans proclament alors l'Émirat islamique d'Afghanistan, dirigé depuis Kandahar par le Mollah Omar, commandeur des croyants. Une chape de plomb s'abat sur le pays au nom d'un islam rigoriste, imposant une police des mœurs, reléguant les femmes hors de la vie publique, fermant les écoles de filles et détruisant le magnifique héritage pré-islamique des Bouddhas de Bamiyan. Le Mollah Omar offre sa protection aux islamistes radicaux, dont Oussama Ben Laden, le cerveau des attentats du 11 septembre contre les États-Unis, et le commanditaire de l'assassinat de Massoud. Des attaques qui seront fatales au régime taliban, puisqu'en réaction, la coalition dirigée par les Américains renverse leur régime et met en place en Afghanistan le déploiement des forces de l'OTAN. La communauté internationale et le nouveau président Hamid Karzai ont alors tenté de remettre sur pied le pays. Mais ils n'arriveront pas à mettre fin aux talibans, qui ont trouvé refuge dans les zones tribales et au Baloutchistan pakistanais. Alors sur le terrain politique, un dialogue a été engagé avec les incontournables talibans par le président Karzai à la fin des années 2000, qui n'a rien donné, ni d'ailleurs avec son successeur, le président Ashraf Ghani, élu en 2014. Pour les talibans, le préalable à tout accord est le départ des troupes étrangères et que le régime soit inspiré par la charia. Pour Kaboul, un accord entre le gouvernement et les talibans est la condition préalable au départ des troupes étrangères. Enfin, on va voir que la population afghane reste encore aujourd'hui profondément divisée. En effet, depuis 2014, même si le pays est dirigé par un gouvernement d'union nationale, il ne contrôle pas tout le territoire. Seulement 65% des Afghans vivent aujourd'hui sous le contrôle ou l'influence du gouvernement, selon un récent rapport américain. Par ailleurs, fin 2014, le retrait de l'essentiel des forces de l'OTAN, passant de 130 000 à 16 000 hommes seulement, a entraîné l'aggravation de l'insécurité. En 2017, entre les zones de combat et les attentats urbains, la population civile compte ainsi plus de 13 000 victimes civiles, rien que dans la capitale Kaboul, 1 300 morts. Pourtant, la communauté internationale s'est efforcée de développer l'armée nationale afghane, qui compte plus de 300 000 hommes, mais cette armée est jugée mal préparée, mal équipée, sujette à désertion, même si elle a contenu tant bien que mal la pression accrue des talibans. Enfin, la situation est aggravée par l'apparition en 2015 d'une filiale de Daesh sous le nom de l'État islamique Khorasan. Certains talibans vont rejoindre ce Daesh afghan. Beaucoup sont d'anciens talibans pakistanais chassés des zones tribales. Certains des soldats de Daesh en Syrie rejoignent eux aussi ce nouveau foyer afghan. Pour autant, des combats opposent la majorité des talibans à Daesh, particulièrement dans la province de Nangarhar, bastion de l'État islamique, avec une multiplication des attentats. La question sécuritaire reste un obstacle majeur à la croissance économique du pays, qui n'a été que de 2,5% en 2016 et 2017, soit la plus basse de toute l'Asie. Et pourtant, malgré ce sombre tableau, il existe bien aujourd'hui un potentiel économique en Afghanistan en raison de la position géographique du pays. Ainsi, la Chine et l'Inde ont lancé des programmes d'investissement et de coopération avec Kaboul et soutiennent de grands projets régionaux reconnectant le pays au reste du monde. La mise en place d'un axe maritime et terrestre entre Mumbai, Chabhar et Kaboul, quoique potentiellement menacé par les sanctions anti-iraniennes de Donald Trump. L'axe Casamil, qui doit permettre de livrer à compter de 2019 de l'électricité d'Asie centrale à l'Afghanistan et au Pakistan. Le gazoduc TAPI, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, vieux projet redémarré en 2015 et devant être achevé en 2019. Et puis le projet d'une liaison ferroviaire établie par la Chine dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Le corridor Lapis-Lazuli, devant relier l'Afghanistan, via la Caspienne et la Turquie, à l'Europe. Des ouvertures économiques à relativiser cependant, car à ce jour en Afghanistan, le seul secteur en expansion, c'est la drogue. L'ONU note une hausse en 2017 de 63% de la culture de l'opium, grande pourvoyeuse d'emplois ruraux.
Alors aujourd'hui, pour nombre d'experts, ce sont les talibans qui sont au centre du jeu afghan. Washington, qui tient à bout de bras le pays, veut imposer la réconciliation avec eux et parle même d'ailleurs directement désormais avec certains talibans. D'autant que les États-Unis sont confrontés à la concurrence de la Russie. Moscou a déjà accueilli des pourparlers internationaux sur l'Afghanistan auxquels ont participé les talibans. Ces derniers veulent être arbitres de l'élection présidentielle d'avril 2019. Les talibans sont aujourd'hui plus puissants qu'ils ne l'ont jamais été depuis 2001, en jouant à la fois la carte nationaliste et religieuse, les talibans se présentant comme ceux qui chasseront les Occidentaux impies et comme ceux qui protégeront le pays de Daesh. Pour aller plus loin, cet ouvrage aux éditions Debec pour comprendre les grandes problématiques économiques, sociétales et politiques de l'Afghanistan d'aujourd'hui. Et puis une approche plus historique avec ce livre qui revient sur la guerre que se livrèrent l'Empire britannique et l'Empire tsariste au XIXe siècle pour conquérir l'Afghanistan, ce qu'on a appelé le Grand Jeu. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.